Je n'aurais jamais imaginé que ce simple trajet en bus, un matin gris de novembre à Paris, allait bouleverser ma vie à jamais. Tout avait commencé dans le silence habituel des travailleurs fatigués, les visages fermés, les écouteurs enfoncés, chacun enfermé dans son monde. Moi, j'étais debout près de la porte arrière, serrant la barre métallique, l'esprit ailleurs, encore meurtri par les mots froids de ma femme la veille. Elle avait ce ton supérieur, méprisant, comme si tout le monde lui devait quelque chose. Même moi. C'est alors que je l'ai vu. Un vieil homme frêle, manteau usé, chapeau légèrement de travers, tentant de monter dans le bus bondé. Personne ne bougeait. Certains détournaient le regard, d'autres soupiraient. Le chauffeur s'impatientait. Le vieil homme tremblait légèrement, comme si chaque marche était une épreuve. Sans réfléchir, je me suis avancée, je lui ai tendu la main et je lui ai cédé ma place. Ses yeux se sont levés vers moi, surpris, presque ému. « Merci, jeune homme », a-t-il murmuré avec une voix douce mais étrangement assurée. Je lui ai souri, gêné, et je suis restée debout près de lui. Pendant quelques minutes, nous n'avons rien dit. Puis il m'a posé une question simple, presque banale, sur mon travail. Je lui ai répondu honnêtement, sans fierté particulière. Il a hoché la tête, comme s'il analysait chaque mot, chaque silence. Il y avait dans son regard quelque chose de profond, une intelligence calme, ancienne. Index revers pointant vers la droite blanc si vous aimez ce genre d'histoire vraie et bouleversante, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Le bus a freiné brusquement. Le vieil homme a failli tomber. Je l'ai retenu instinctivement. À ce moment-là, il a serré mon poignet avec une force inattendue. Son regard a changé. Plus vif. Plus pénétrant. Le respect révèle toujours l'homme, a-t-il dit lentement. Ces mots m'ont traversé comme un éclair. À l'arrêt suivant, il est descendu. Avant de partir, il m'a glissé une carte dans la main. Une simple carte blanche, avec un nom et un titre. J'ai jeté un coup d'œil rapide, et mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Je n'ai pas eu le temps de comprendre. Le bus est reparti. Et je ne savais pas encore que ce nom allait bientôt faire trembler ma femme, au point de la voir s'agenouiller devant moi. Je suis restée figée quelques secondes, la carte toujours serrée entre mes doigts. Le nom semblait irréel, presque trop lourd pour ce petit rectangle de papier. Je l'ai relu plusieurs fois, comme si les lettres allaient changer d'elles-mêmes. Professeur émérite de droit constitutionnel. Ancien conseiller ministériel. Une figure dont on parlait encore à l'université, même des années après sa retraite. Et moi, je l'avais aidé à monter dans un bus, sans rien savoir. Toute la journée, son regard n'a cessé de m'hanter. Cette façon qu'il avait d'observer, de mesurer, comme s'il lisait au-delà des apparences. Le soir, en rentrant chez moi, l'appartement était plongé dans une lumière froide. Ma femme était assise au salon, téléphone à la main, le visage fermé. Elle ne m'a même pas regardé quand je suis entrée. « T'es encore en retard », a-t-elle lâché, sans lever les yeux. Je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de poser mes clés. Depuis quelque temps, chaque discussion se transformait en procès. Elle me reprochait tout, mon salaire, ma gentillesse inutile, mon manque d'ambition. Selon elle, aider les autres était une faiblesse. Un défaut. Je me suis assis en face d'elle. La carte brûlait encore dans ma poche. Une part de moi voulait la lui montrer immédiatement, presque comme une revanche. Mais quelque chose me retenait. Comme une intuition. Le lendemain matin, un numéro inconnu s'est affiché sur mon téléphone. J'ai hésité avant de répondre. C'est le vieil homme du bus, a dit la voix, calme, posée. J'aimerais vous revoir. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret du quartier latin. Cette fois, il n'avait plus l'air fragile. Son dos était droit, son regard ferme. Il m'a parlé longuement. De la justice. Du pouvoir invisible des décisions silencieuses. Puis, sans détour, il m'a demandé de lui raconter ma vie. Ma femme. Mon quotidien. Mon humiliation permanente. Il m'écoutait sans m'interrompre. À la fin, il a simplement souri. Votre épouse travaille bien dans le droit des affaires, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, surpris. Le monde est petit, a-t-il murmuré. Et certaines leçons arrivent quand on s'y attend le moins. Avant de partir, il m'a posé une main sur l'épaule. Ne dites rien. Observez. Et soyez prêts. En rentrant chez moi ce soir-là,
J'ai trouvé ma femme étrangement nerveuse. Elle faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Quand elle m'a vu, elle a raccroché brutalement. Son regard était différent. Inquiet. Presque effrayé. Elle a tenté de masquer son trouble dès que j'ai posé le pied dans l'entrée. Un sourire forcé, trop rapide, trop rigide. Je la connaissais par cœur. Ce genre de sourire n'apparaissait que lorsqu'elle sentait le sol se dérober sous ses certitudes. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, d'une voix faussement légère. C'était la première fois depuis des mois. Je me suis contentée de répondre vaguement. J'observais chacun de ses gestes. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle reposait son téléphone. Elle évitait mon regard. Dans la cuisine, la radio murmurait une émission juridique. Elle l'a éteinte brusquement, comme si le son lui brûlait les oreilles. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les paroles du professeur tournaient en boucle dans mon esprit. Ne dites rien. Observez. Alors j'ai observé. Le lendemain, ma femme est partie plus tôt que d'habitude. Elle avait oublié son ordinateur portable sur la table du salon. Une notification s'est allumée à l'écran. Un mail. Objet, convocation exceptionnelle, dossier sensible. Je n'ai pas ouvert le message. Je n'en avais pas besoin. Son visage inquiet de la veille disait déjà tout. Le soir même, elle est rentrée tard. Très tard. Son assurance habituelle avait disparu. Elle a posé son sac sans un mot, s'est assise lourdement sur le canapé, comme vidée. Puis, contre toute attente, elle a commencé à parler. Elle racontait une réunion tendue, des noms prestigieux, des professeurs, des juristes influents. Elle citait un homme en particulier, avec une pointe de crainte dans la voix. Un ancien monument du droit, retiré depuis des années, mais dont l'opinion restait redoutée. Je sentais mon cœur battre plus fort. Je n'ai toujours rien dit. Les jours suivants, son comportement a changé. Elle me demandait mon avis, me préparait le dîner. Parfois, elle s'arrêtait net au milieu d'une phrase, comme si une pensée la frappait soudainement. Une peur qu'elle n'osait pas formuler. Puis un soir, elle a prononcé son nom. Le même que sur la carte. Elle a blêmi immédiatement après, comme si elle venait d'invoquer quelque chose de dangereux. « Tu sais qui c'est » m'a-t-elle demandé, presque à voix basse. Je l'ai regardée longuement avant de répondre. « Non. Devrais-je » Elle s'est levée brusquement et a commencé à faire les 100 pas. « Cet homme peut briser une carrière d'un seul mot » a-t-elle soufflé. « S'il s'implique dans ce dossier, tout peut s'effondrer. » À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un message. Demain. 9 heures, tribunal administratif. Soyez là. Quand j'ai levé les yeux vers ma femme, elle me fixait déjà. Comme si, sans le savoir, elle sentait que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Le lendemain matin, je me suis préparée en silence. Ma femme m'observait depuis l'encadrement de la porte, comme si elle cherchait à deviner ce que je pensais. Elle m'a demandé où j'allais. J'ai répondu calmement, j'ai quelque chose d'important à faire. Elle n'a pas insisté, mais son regard s'est assombri. Une inquiétude sourde, presque panique. Le tribunal administratif était déjà animé lorsque je suis arrivée. Des avocats en robe noire, des dossiers serrés contre la poitrine, des murmures tendus. Je me sentais déplacée dans cet univers qui n'était pas le mien. Puis je l'ai aperçu. Le vieil homme du bus. Mais il n'avait plus rien de fragile. Entouré de juristes respectueux, il avançait avec une assurance naturelle, presque majestueuse. Les conversations s'éteignaient sur son passage. Il m'a vu et m'a fait signe d'approcher. « Vous êtes ponctuel » a-t-il dit avec un léger sourire. « C'est une qualité rare. » Il m'a conduit dans une salle attenante, à l'écart de l'agitation. Là, il m'a expliqué. Le dossier. Une affaire complexe de fraude et d'abus de pouvoir impliquant une grande entreprise et plusieurs cabinets réputés. Il ne m'a pas demandé d'intervenir. Seulement d'écouter. D'observer encore. Le droit n'est pas qu'une question de loi, a-t-il murmuré. C'est une question de courage. À travers la vitre, j'ai aperçu ma femme. Elle était là. Élégante, sûre d'elle en apparence, mais ses épaules étaient raides, son visage tendu. Lorsqu'elle a croisé mon regard, son sang n'a fait qu'un tour. Elle a pâli. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, incapables de former un mot. Elle s'est tournée vers ses collègues, leur a parlé précipitamment. Certains ont haussé les sourcils.
D'autres ont suivi son regard jusqu'à moi. Je n'étais qu'un homme ordinaire, mais à cet instant, je voyais dans ses yeux une peur que je ne lui avais jamais connue. Le professeur s'est levé. Le silence s'est installé dans la salle d'audience. Quand il a pris la parole, chaque mot semblait peser, tranchant, implacable. Il évoquait des faits, des responsabilités, des noms. Plus il parlait, plus je voyais ma femme se décomposer. Elle comprenait. Elle faisait enfin le lien. À la pause, elle a tenté de me rejoindre, mais 2 collègues l'ont retenue. Elle m'a lancé un regard suppliant. Un regard que je n'aurais jamais cru voir un jour. Le professeur s'est penché vers moi et a chuchoté. Certaines vérités mettent les gens à genoux. La question est, qui aura la force de rester debout? Je n'ai pas répondu. Mais je savais que ce n'était que le début. La séance a repris dans une atmosphère lourde, presque irrespirable. Les regards se croisaient, chargés de tension. Ma femme ne cessait de me chercher des yeux, comme si ma simple présence avait fissuré toutes ses certitudes. Je pouvais lire sur son visage la lutte intérieure, la juriste brillante face à l'épouse orgueilleuse, la femme de pouvoir face à l'homme qu'elle avait toujours abaissé. Le professeur avançait avec une maîtrise impressionnante. Il posait des questions simples, presque innocentes, mais chaque réponse révélait une contradiction, une faille, un mensonge soigneusement dissimulé. À plusieurs reprises, il a cité des principes fondamentaux du droit, ceux que l'on apprend dès la première année. Ceux que l'on oublie quand l'arrogance prend le dessus. Je sentais les murmures parcourir la salle. Les juges échangeaient des regards discrets. Les avocats perdaient peu à peu leur assurance. Et au milieu de tout cela, ma femme semblait rapetissée. Son dos, autrefois si droit, s'affaissait imperceptiblement. À la pause de midi, elle est finalement parvenue à m'approcher. Ses collègues s'étaient éloignés, comme s'ils pressentaient que quelque chose d'intime et de dangereux allait se jouer. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je crois », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je l'ai regardée sans colère. Sans triomphe non plus. Je l'ai aidée à monter dans un bus, ai-je simplement répondu. Ses yeux se sont remplis d'effroi. Elle a porté une main à sa bouche, incapable de parler. Pour la première fois depuis notre mariage, elle semblait petite. Vulnérable. Tu aurais dû me le dire, a-t-elle soufflé. Tu ne m'aurais pas cru, ai-je répondu calmement. L'après-midi, les choses ont pris une tournure plus brutale. Le professeur a demandé la suspension temporaire de certains responsables juridiques, le temps de l'enquête. Les noms sont tombés, un à un. Quand celui du cabinet de ma femme a été évoqué, un frisson a parcouru la salle. Elle a vacillé. Littéralement. Une collègue l'a retenue par le bras. Son visage était livide. Elle savait que sa carrière, son statut, tout ce qu'elle utilisait pour dominer les autres, était suspendu à un fil. Avant de quitter la salle, le professeur s'est approché d'elle. Il a baissé la voix, mais j'ai vu ses lèvres bouger lentement. Elle a hoché la tête, brisée. Puis elle s'est tournée vers moi. Ses genoux ont fléchi légèrement, comme si son corps ne la soutenait plus. Les gens autour ont commencé à remarquer la scène. Et à cet instant précis, j'ai compris que ce qui allait se passer dépasserait largement un simple procès. Le silence qui a suivi a été plus violent que n'importe quel cri. Ma femme est restée immobile quelques secondes, le regard vide, comme si tout ce qui faisait sa force venait de s'effondrer d'un seul coup. Autour de nous, les chuchotements reprenaient, lourds de jugement et de curiosité. Les regards se tournaient tour à tour vers elle, puis vers moi. Elle a fait un pas en avant, puis un autre. Sa respiration était saccadée. Ses mains tremblaient ouvertement désormais. Ce n'était plus la femme sûre d'elle que j'avais connue, celle qui corrigeait les autres, qui écrasait par ses mots. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui venait de comprendre que le pouvoir peut changer de camp en un instant. Je ne savais pas. A-t-elle balbutié, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à dire. Elle a alors fait ce que personne n'aurait cru possible. Lentement, devant les avocats, les juges, les greffiers, elle a plié les genoux. Un mouvement hésitant, presque irréel. Quelques exclamations étouffées ont traversé la salle. Elle s'est agenouillée devant moi. « Pardon », a-t-elle murmuré, les yeux baissés. J'ai été aveugle. Arrogante. Le temps s'est figé. Je sentais des dizaines de regards brûler ma nuque. Certains choqués, d'autres fascinés. Le professeur observait la scène à distance, sans intervenir. Son visage était impassible,
mais son regard disait qu'il avait prévu cette issue bien avant nous tous. Je me suis penchée vers elle et je lui ai parlé à voix basse, pour qu'elle seule m'entende. « Relève-toi. La dignité ne se récupère pas à genoux. » Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Des larmes coulaient sur ses joues. Je lui ai tendu la main. Après une hésitation, elle l'a saisie et s'est relevée, sous les murmures toujours plus forts. Plus tard, à l'extérieur du tribunal, le professeur m'a rejoint. Le vrai pouvoir, m'a-t-il dit, n'est pas d'humilier, mais de révéler. Vous avez fait votre choix. Je croyais que tout était terminé, que le pire était derrière nous. Mais en rentrant à la maison ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe épaisse posée sur la table. Sans expéditeur apparent. Ma femme l'a regardée, le visage blême. À l'intérieur, il y avait des documents. Et une convocation officielle. Ce n'était pas la fin. C'était une nouvelle épreuve. Ma femme s'est assise lentement, comme si ses jambes refusaient de la porter plus longtemps. Elle fixait les documents sans les toucher, consciente avant même de lire que ces feuilles pouvaient sceller son destin. Je me suis approchée. Les mots étaient clairs, froids, juridiques. Une procédure disciplinaire interne. Une enquête élargie. Son nom apparaissait à plusieurs reprises, noir sur blanc. Ils ne vont pas me pardonner, a-t-elle murmuré. Il n'y avait plus aucune arrogance dans sa voix. Seulement une peur nue. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas dormi de son côté du lit. Elle s'est rapprochée de moi, presque timidement, comme si elle craignait encore d'être rejetée. Je suis restée éveillée, le regard perdu dans l'obscurité, me demandant comment un simple geste de bonté avait pu provoquer un tel séisme. Les jours suivants ont été éprouvants. Les appels se succédaient. Certains collègues la soutenaient à demi-mot. D'autres prenaient leur distance, soudain très occupés. Le cabinet a suspendu ses fonctions. Officiellement, par mesure de prudence. Officieusement, elle était déjà jugée. Un après-midi, le professeur m'a invité chez lui. Un appartement ancien, rempli de livres jusqu'au plafond. L'odeur du papier et du bois ciré donnait à l'endroit une atmosphère hors du temps. Il m'a servi un thé et m'a observé longuement avant de parler. « Votre épouse n'est pas la seule à être responsable, a-t-il dit. Ce système nourrit l'arrogance. Mais chacun choisit ce qu'il en fait. » Il m'a alors révélé une vérité troublante. Le dossier allait bien au-delà d'un simple cabinet. Des pressions politiques. Des carrières protégées. Des vérités étouffées depuis des années. Et sans le vouloir, ma femme se trouvait désormais au cœur de cette tempête. « Vous pourriez la sauver, » a-t-il ajouté calmement. Je l'ai regardé, surpris. « Comment ?» Il a esquissé un sourire énigmatique. « En disant la vérité. Toute la vérité. Même celle qui fait le plus mal. » En rentrant chez moi, j'ai trouvé ma femme devant le miroir, le visage défait. Elle s'est tournée vers moi, les yeux rouges. « S'il te plaît, » a-t-elle dit d'une voix brisée, « dis-moi que tu ne me laisseras pas tomber. » Je voulais répondre, la rassurer, mais à cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un message inconnu. Nous savons ce que vous représentez désormais. Faites attention à vos prochains mots. Je me suis figée. Certains jeux de pouvoir n'acceptent pas les spectateurs innocents. Le message ne contenait aucune menace explicite, et pourtant il glaçait le sang. Je l'ai effacé sans répondre, mais son poids est resté suspendu dans l'air, invisible et oppressant. Ma femme a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a regardé longuement, comme si elle avait peur de la réponse. « Il te surveille, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai pas nié. Le silence suffisait. À partir de ce jour, notre appartement a changé de visage. Les rires forcés ont disparu. Les écrans de téléphone étaient retournés, les rideaux souvent tirés. Ma femme, autrefois si fière, marchait désormais avec prudence, comme si chaque mot pouvait être retenu contre elle. Paradoxalement, c'était la première fois que je sentais entre nous une forme de vérité. Une convocation officielle est arrivée peu après. Elle devait comparaître devant une commission indépendante. Le professeur en faisait partie. Son nom seul suffisait à faire trembler les couloirs du pouvoir. Ma femme passait ses nuits à relire des dossiers, cherchant des failles, des échappatoires. Mais plus elle avançait, plus elle comprenait qu'elle était prise dans quelque chose de bien plus vaste qu'elle. La veille de l'audience, elle s'est assise en face de moi. « J'ai menti », a-t-elle dit soudainement. « Pas seulement aux autres. À moi-même. »
Elle m'a alors avoué ce que je n'avais jamais su, les compromis, les silences achetés, les décisions prises pour plaire au plus fort. Elle n'était pas l'instigatrice, mais elle avait fermé les yeux. Longtemps. Trop longtemps. Le lendemain, dans la salle austère de la commission, l'atmosphère était lourde. Le professeur m'a croisé du regard avant de prendre la parole. Il n'y avait ni colère ni pitié dans ses yeux. Seulement une attente. Quand ce fut au tour de ma femme de parler, sa voix tremblait. Puis elle s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux une seconde. Et contre toute attente, elle a changé de ton. Plus clair. Plus ferme. Elle a commencé à dire la vérité. Les noms. Les pressions. Les ordres venus d'en haut. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Certains membres de la commission échangeaient des regards nerveux. Je sentais que quelque chose basculait. Soudain, la porte du fond s'est ouverte. Un homme que je n'avais jamais vu est entré, suivi de 2 agents. Il a chuchoté quelques mots à l'oreille du président de séance. Celui-ci a pâli. La séance a été suspendue immédiatement. Et j'ai compris que la vérité venait de déranger des forces bien plus dangereuses que nous ne l'avions imaginé. La suspension de la séance a créé un chaos silencieux. Les membres de la commission quittaient la salle sans un mot, le visage fermé. Ma femme est restée assise, figée, comme si se lever pouvait aggraver sa situation. Je me suis approchée d'elle. Elle a levé les yeux vers moi, et j'y ai vu quelque chose de nouveau. Non plus seulement la peur, mais la conscience qu'il n'y avait plus de retour possible. Dans le couloir, des hommes parlaient à voix basse. Des téléphones vibraient. Le professeur se tenait à l'écart, immobile, observant la scène avec une lucidité presque cruelle. Lorsqu'il m'a rejoint, il n'a pas élevé la voix. Ce qu'elle a dit dépasse le cadre de cette commission, a-t-il murmuré. Certains noms ne devaient jamais être prononcés ici. Ma femme a été invitée à attendre dans une petite salle annexe. Une pièce nue, aux murs pâles, où le temps semblait se dilater. Elle s'est mise à pleurer en silence. Pas des larmes de théâtre. Des larmes lourdes, épuisées. J'ai fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai simplement pris la main. Elle tremblait. 1 heure plus tard, 2 hommes sont entrés. Costume sombre, badge discret. Ils se sont présentés comme appartenant à une cellule spéciale chargée des affaires sensibles. Leur ton était poli, mais leur regard ne laissait aucune place à la discussion. Ils ont demandé à ma femme de les suivre pour un entretien complémentaire. Elle m'a regardée, paniquée. L'un d'eux m'a arrêté d'un geste. Vous ne pouvez pas l'accompagner. Le professeur est intervenu. Sa voix, calme mais ferme, a imposé un instant de suspension. Tout ce qui se passera à partir d'ici devra être consigné. Officiellement. Les hommes ont acquiescé, à contre-cœur. Ma femme a disparu derrière une porte métallique. Le bruit du verrou a résonné comme un verdict. Je suis restée seule dans le couloir, le cœur battant, conscient que ma vie venait de basculer dans une zone où les règles ordinaires ne s'appliquaient plus. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro masqué. Vous auriez dû rester à votre place, a dit une voix inconnue. Maintenant, vous êtes impliqué. La communication s'est coupée. Quand la porte s'est enfin rouverte, ce n'était pas ma femme qui en est sortie. C'était le professeur. Son visage était plus grave que je ne l'avais jamais vu. Ils vont essayer de la faire porter seule le poids de tout, a-t-il dit. Et s'ils échouent, ils chercheront un autre levier. Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous. Le mot est resté suspendu entre nous, lourd, définitif. Moi. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Le professeur m'a entraîné à l'écart, loin des oreilles curieuses. Ils ne peuvent pas l'attaquer frontalement sans déclencher un scandale, a-t-il expliqué. Mais ils peuvent vous fragiliser, vous discréditer, vous faire peur. Comme pour confirmer ses paroles, 2 hommes se sont approchés. Cette fois, leur ton était plus poli. Ils m'ont demandé de décliner mon identité, mon emploi, mon parcours. Des questions anodines en apparence, mais posées avec une précision inquiétante. Chaque réponse semblait nourrir un dossier invisible. Quand j'ai enfin pu quitter le bâtiment, la nuit était tombée. Paris n'avait jamais paru aussi étrangère. Les lumières, le bruit, les passants, tout semblait irréel. J'ai marché longtemps avant d'oser rentrer chez moi. J'avais l'étrange sensation d'être suivie, même quand les rues étaient désertes.
L'appartement était plongé dans le noir. Ma femme n'était pas là. Sur la table, un mot écrit à la hâte. Ils m'ont gardé pour la nuit. Ne fais rien. Les mots tremblaient sur le papier. Je me suis assis, vidé. C'est alors que quelqu'un a frappé à la porte. 3 coups secs. Ni trop fort, ni hésitant. J'ai ouvert. Un homme se tenait là, la quarantaine, regard dur. Il m'a tendu une enveloppe sans un mot et est reparti aussitôt. À l'intérieur, des photos. Moi dans le bus. Moi entrant au tribunal. Moi au café avec le professeur. Et une dernière image, plus récente. Ma femme, seule, sortant d'un bâtiment que je ne reconnaissais pas. Au dos d'une photo, une phrase manuscrite, chaque choix a un prix. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Cette fois, ce n'était pas un numéro masqué. C'était celui du professeur. Écoutez-moi bien, a-t-il dit sans préambule. Il pense vous intimider. Mais il sous-estime une chose. Quoi? Ai-je demandé, la voix rauque. Le fait que vous n'avez rien à perdre, sauf votre conscience. Il m'a donné une adresse. Un lieu discret. Un rendez-vous à l'aube. Si vous venez, il n'y aura plus de retour en arrière, a-t-il ajouté. Mais si vous n'y allez pas, elle sera seule. La ligne a coupé. Je suis restée là, au milieu du salon, les photos étalées devant moi. Pour la première fois, j'ai compris que ce n'était plus une affaire de justice, ni même de pouvoir. C'était une épreuve. Et le prochain pas que je ferais déciderait de qui tomberait et de qui survivrait. Je n'ai presque pas dormi. L'aube est arrivée comme une sentence. Le ciel était encore pâle quand je me suis retrouvée à l'adresse indiquée. Un immeuble ancien, discret, sans plaque ni nom. J'ai hésité quelques secondes avant de sonner. La porte s'est ouverte presque immédiatement, comme si l'on m'attendait depuis longtemps. Le professeur était là, assis dans une pièce sobre, éclairée par une lampe basse. À ses côtés, 2 personnes que je ne connaissais pas. Une femme aux cheveux courts, regard perçant, et un homme plus âgé, silencieux, qui prenait des notes sans lever les yeux. L'atmosphère était grave, mais étrangement calme. À partir de maintenant, chaque mot compte, a dit le professeur. Ce que vous allez entendre ne devra jamais sortir d'ici, sauf si nous décidons ensemble du moment. Ils m'ont expliqué que le dossier avait réveillé des réseaux dormants. Des alliances anciennes entre politique, justice et grandes entreprises. Ma femme n'était qu'un maillon. Un maillon sacrifiable. Mais depuis qu'elle avait parlé, le risque s'était déplacé. Sur moi. L'homme ordinaire. Le témoin imprévisible. Il pense que vous êtes manipulable, a dit la femme. Que la peur suffira. Elle a posé devant moi un enregistreur. Puis un dossier épais. À l'intérieur, des documents confidentiels, des échanges internes, des preuves que je n'aurais jamais dû voir. Nous voulons que vous témoigniez, a-t-elle ajouté. Mais pas maintenant. Pas encore. Je les ai regardés, incrédule. Et ma femme. Le silence a duré une seconde de trop. Elle est en sécurité, pour l'instant, a répondu le professeur. Mais elle subit une pression considérable. Ils veulent qu'elle se rétracte. À cet instant, mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Une seule phrase. Il me propose un marché. Mon cœur s'est serré. Quel genre de marché? A demandé le professeur en voyant mon visage se décomposer. Je n'ai pas eu le temps de répondre. L'homme silencieux a levé la tête brusquement. Nous avons un problème, a-t-il dit. Quelqu'un a parlé. La lumière a vacillé légèrement. Puis des bruits de pas se sont fait entendre dans la cage d'escalier. Lent. Déterminé. Pas pressé. Comme s'il savait exactement où aller. La femme a rangé les documents à la hâte. Il est trop tôt, a-t-elle murmuré. Beaucoup trop tôt. Le professeur s'est levé et m'a regardé droit dans les yeux. Quoi qu'il arrive maintenant, souvenez-vous d'une chose, a-t-il dit calmement. Vous n'êtes plus invisible. Les pas sont arrêtés juste devant la porte. La porte ne s'est pas ouverte. Elle est restée close, comme si le monde retenait son souffle. Puis les pas se sont éloignés. Lentement. Volontairement. Un avertissement, plus qu'une intrusion. À cet instant précis, j'ai compris que la peur était leur arme favorite, et que le courage, même silencieux, pouvait tout désarmer. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Ma femme a refusé le marché.
Elle a tout perdu en une signature qui n'a jamais eu lieu, son poste, ses soutiens, ses privilèges. Mais elle a gardé l'essentiel. Sa voix. La vérité est sortie, goutte après goutte, puis comme un torrent. Les noms sont tombés. Les protections se sont effondrées. Certains ont démissionné. D'autres ont disparu du paysage public, engloutis par ce qu'ils avaient cru éternel. Le professeur a tenu parole. Il a affronté le système sans élever la voix, avec la seule force des faits. Lors de l'audience finale, la salle était comble. Ma femme a parlé une dernière fois, sans trembler, sans détourner le regard. Ce jour-là, elle n'a pas plaidé pour se sauver, mais pour réparer. Quand le verdict est tombé, il n'y a pas eu de triomphe. Seulement un silence lourd, suivi d'un murmure collectif. La justice n'était pas parfaite. Elle ne l'est jamais. Mais elle avait avancé. Nous avons quitté Paris quelques semaines plus tard. Une vie plus simple, moins brillante, mais infiniment plus vraie. Un soir, dans un bus presque vide, un jeune homme s'est levé pour laisser sa place à une vieille dame. J'ai souri. Personne autour ne savait ce que ce geste pouvait déclencher. Ma femme m'a regardé, les yeux brillants. Tu sais, a-t-elle murmuré, je me suis agenouillée ce jour-là, mais c'est moi qui me suis relevée. Et j'ai compris alors la véritable leçon de cette histoire. La grandeur ne crie pas. Le pouvoir passe. L'arrogance tombe toujours. Mais la bonté, elle, voyage discrètement, jusqu'au jour où elle change des vies entières. Tout avait commencé par une main tendue dans un bus. Et tout s'était terminé par une conscience debout.